toutes et à tous, et puis c'est bien qu'on soit là tous ensemble pour réfléchir sur ces sujets. Oui, alors d'abord, effectivement, le premier thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est la fraternité au sein de la trilogie républicaine. Alors, tout à l'heure on disait, et c'est vrai, différents auteurs l'ont dit, que la fraternité c'est un peu le parent pauvre. Bon, je vous donne simplement quelques chiffres. Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai tapé sur Internet, je le fais assez régulièrement, sur Google, presque 94 millions d'occurrences du mot liberté, 22 millions sur l'égalité, 13 millions sur la fraternité. Donc c'est vraiment... voilà, la liberté, c'est la principale valeur, en tout cas manifestée sur Google. Et la fraternité, le parent pauvre. Alors, moi, personnellement, je trouve que c'est dommage. Je ne suis pas le seul à le penser, je pense que c'est aussi votre cas, et qu'il est urgent, il est nécessaire d'inventer une politique de la fraternité. Alors, si on regarde la trilogie républicaine et on regarde la trilogie de la gouvernance, on pourrait dire qu'elles peuvent un peu se superposer, dans le sens que, alors, je suis un peu rapide, mais ça peut se défendre plus longuement, mais la droite a tendance à privilégier la liberté au nom du marché. Et la liberté surtout économique. Il n'y a pas que ça dans le concept philosophique de liberté, évidemment. La gauche a tendance à privilégier l'égalité au nom de l'État. Donc, quid du troisième élément des deux trilogies, un de la fraternité, deux de la société civile? Eh bien, justement, il serait temps peut-être d'envisager une politique de la fraternité qui soit portée par la société civile, qui évidemment n'exclut pas ni la liberté ni l'égalité, mais qui en fait des partenaires, mais que la problématique centrale, l'objectif central soit bien la fraternité. Alors il y a différents courants, le pacte civique est un porteur de ça, vous connaissez probablement ce qu'on appelle le mouvement convivialiste, enfin il y a différents courants qui sont porteurs de cette idée d'une politique de fraternité finalement. Et c'est probablement à la société civile, effectivement, par ses expériences, par ses initiatives, d'être le porteur de ça. On pourrait faire aussi d'autres parallèles en ce qui concerne ça. Tout à l'heure, j'entendais qu'on parlait donc des communautés. Mais effectivement, du côté de la liberté, du côté du libéralisme, on va plutôt insister sur le côté micro, l'individu. L'État, c'est plutôt le côté macro de la société. Et il nous reste le côté méso, intermédiaire, eh bien c'est les communautés. Et je suis content d'entendre que le mot communauté n'est pas tabou pour certains ce soir, parce qu'effectivement c'est parfois très difficile à faire passer en France. Nos amis québécois ne comprennent pas du tout ce tabou qu'il y a, puisque par exemple animateur communautaire, c'est en Amérique du Nord, Canada et États-Unis quelque chose de très valorisé. Obama, ça a été son premier métier, ça aboutit même, on peut même devenir président d'un grand État en étant animateur communautaire, c'est dire. Et autre élément, par exemple, de comparaison entre les éléments, ces trois facettes, concernant un objectif majeur, eh bien, disons pour les uns, c'est produire plus de richesses, les autres, ça c'est la droite, la liberté, et puis d'autres, c'est mieux répartir les richesses, mais on est toujours dans une logique de richesse, qu'on soit de droite ou de gauche, c'est quand même une logique de richesse, et je pense que la société de fraternité, eh bien la politique de fraternité, ça serait plutôt de mieux vivre ensemble et avec la nature, la richesse étant les richesses des relations humaines plutôt que des richesses matérielles. Autre élément de comparaison, par exemple dans les étapes des droits humains, on a eu la première étape des droits civils et politiques, c'était les libertés. Une deuxième étape, c'était les droits économiques et sociaux, c'était l'égalité. Eh bien, on est maintenant en train de rentrer depuis un certain nombre d'années dans une troisième génération, ce qu'on appelle la troisième génération des droits humains, c'est-à-dire le droit à la paix, au développement et à un environnement sain. Bon, je pourrais faire plusieurs parallèles, mais j'en resterai là. Toujours est-il, évidemment, pour conclure cet aspect, il n'est pas dans mon propos, évidemment, comme je l'ai dit, question d'éliminer ni le marché, ça c'était le grand mythe, j'ai envie de dire, communiste, ni l'État, ça c'est le grand mythe libertarien, mais au contraire d'en faire des partenaires, mais en leur laissant une place, je dirais, secondaire. Alors, maintenant, comment dire, oui, concernant maintenant la solidarité, les liens entre fraternité et solidarité,
parce que c'est souvent, je dirais, confondu. Dans un certain nombre d'ouvrages, on voit que les deux termes sont utilisés de manière alternative d'un passage à l'autre. Moi, je pense qu'il y a des différences. Et alors, il y a un problème réel, c'est que la fraternité a eu ses heures de gloire, même politique, a été l'origine centrale dans la Constitution de 1848, mais aujourd'hui, elle est un peu passée de côté. Elle a été remplacée par la solidarité. Et Jean-Baptiste Dubocq a cette phrase, la solidarité a coupé l'herbe sous le pied de la fraternité. Je ne crois pas que je me trompe, hein, tu as dit ça un jour, tu as écrit ça. Voilà. Alors pourquoi elle a coupé l'herbe sous le pied? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, souvent dans les cénacles, on préfère utiliser le mot solidarité que fraternité? Je crois qu'il y a deux raisons principales. La première raison, c'est une raison d'origine aux yeux de certains, puisque fraternité, dans certains penseurs, eh bien effectivement, penseurs chrétiens, eh bien la fraternité, nous sommes tous frères parce que nous avons tous un même père. L'humanité a un même père, donc nous sommes tous frères. Bon, personnellement, ça ne me pose aucun problème, mais il y en a certains que ça dérange, et le fait que, moi, je trouve dommage que ça dérange, dans le sens que, que l'origine chrétienne dérange, ça je peux le comprendre, mais ça ne doit pas pour autant nous faire éliminer le mot fraternité. Et je pense qu'on a à valoriser une notion de fraternité qui soit parfaitement laïque, athée, agnostique, on peut dire le mot que vous voulez, mais qui soit, même pour ceux qui croient en Dieu, qui leur attachent eux à des origines religieuses, mais il n'est pas nécessaire de le faire. Et donc je trouve dommage qu'on ait jeté la fraternité au prétexte qu'elle était d'origine religieuse, parce que je pense qu'elle peut être intéressante pour tout le monde, quelles que soient nos convictions. Le deuxième élément qui est parfois mis en avant, c'est par rapport à la solidarité, c'est que la fraternité ne peut pas fonder une politique. C'est souvent dit, on peut fonder une politique de l'égalité, on peut fonder une politique de la liberté et on peut fonder une politique de la solidarité, mais la fraternité c'est un peu flou, et en particulier on ne peut pas faire de loi sur la fraternité. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment l'argument majeur qui est donné, on ne peut pas faire de loi autour de la fraternité. Ça veut dire que la politique se résumerait essentiellement à faire des lois, ce qui pour moi me semble un peu limitatif. Et puis surtout, même si on regarde au niveau de loi, eh bien on se rend compte par exemple que historiquement en France, la fraternité, le concept de fraternité a notamment été à l'origine de l'abolition de l'esclavage et l'émergence du suffrage universel. Alors suffrage universel, c'est là que je sais que Yvan Rassater est très sensible à la notion de sororité, parce qu'effectivement, lorsqu'il a émergé en France, c'était universel, moins la moitié de la population, ce qui est quand même une quantité non négligeable, il ne faut pas l'oublier. Donc, associons fraternité et sororité, mais quand même, c'était déjà une avancée. Au nom de la fraternité, on a eu le suffrage, je dirais, demi-universel. Alors maintenant, donc, pour vous dire, pour moi quand même, ça n'empêche pas que la fraternité, par rapport à la solidarité, avait quelque chose d'important à dire. Je prends un exemple. La sécurité sociale. Ça, c'est l'article L111.1 du Code de sécurité sociale nous dit: l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Alors ça, c'est effectivement très positif. Et on voit bien l'impact que peut avoir l'idée de solidarité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on parle de sécu, eh bien, on a oublié complètement l'idée de solidarité, de solidarité des citoyens, finalement, de participation des citoyens à un bien commun, mais uniquement d'un service public que l'État nous doit. Du coup, on a oublié complètement l'aspect fondateur. Et puis, dans le sécu, simplement un article d'un sociologue, l'article s'appelle « Je ne suis pas un numéro de sécu ». Alors c'est intéressant, c'est quelqu'un qui a enquêté auprès de bénéficiaires et qui souffre, de certaines personnes qui souffraient, et notamment par exemple quelqu'un qui dit: écoutez-moi, entendez-moi, vous n'avez pas affaire simplement à un numéro de sécurité sociale. Vous voyez bien, quand la fraternité se transforme en solidarité, elle risque d'en perdre son humanité. Donc je pense pour ma part qu'on ne devrait pas opposer
fraternité et solidarité, mais considérer plutôt que la solidarité est la forme étatique de la fraternité, mais qu'elle ne doit pas oublier son fondement essentiel de fraternité, d'humanité, de sensibilité. On parle aujourd'hui de care, c'est parfois moqué, mais moi je pense que l'idée d'une politique du care, de la sollicitude, du soin, de la sensibilité à autrui est vraiment quelque chose à valoriser. On reste combien de temps ? Il te reste encore 5 minutes. 5 minutes. Alors, pour vous dire juste, moi j'avais dirigé le mémoire d'une assistante sociale qui avait travaillé sur l'empathie chez les assistantes sociales, et c'était impressionnant parce qu'elle avait fait elle avait évalué le niveau de satisfaction des personnes qui étaient accompagnées en fonction des niveaux d'empathie auto-évalués par les assistantes sociales. Eh bien, quand elle demandait sur le niveau de satisfaction professionnelle, les gens étaient globalement à peu près tous satisfaits, mais quand elle demandait le niveau de satisfaction global, il n'était pas du tout corrélé au niveau de satisfaction professionnelle, mais au niveau d'empathie. Voilà. Donc ça, c'est-à-dire que les gens, ils attendent que les assistantes sociales, eh bien, elles fassent bien leur boulot, donc si elles le font bien, eh bien, ils sont satisfaits professionnellement, mais il y a un plus que peut amener l'humanité et qui est la satisfaction globale, sentiment général. Donc voilà. Alors, en fait, pour résumer, je dirais que la solidarité, elle est plutôt verticale et la fraternité, elle est plutôt horizontale. Les deux sont nécessaires, bien évidemment, mais je pense qu'il ne faut pas oublier enlever l'un au profit de l'autre. Voilà, et je terminerai donc dans le temps qui m'est resté pour le dernier point. Pour moi, ce que signifie concrètement une politique de la fraternité. Tout à l'heure, on parlait comment ça peut s'exprimer concrètement à travers plusieurs aspects. Tout à l'heure, on parlait effectivement à l'école, par exemple, Jean-Claude Devez parlait de l'apprentissage coopératif qui est plus efficace à tout point de vue que l'apprentissage compétitif. Autre élément, par exemple, à l'école, on sait que lorsque vous avez des élèves qui sont tuteurs, c'est-à-dire pendant quelques heures, des élèves on demande à des élèves quels sont ceux qui veulent bien être tuteurs, ils vont aider les élèves en difficulté qui ont 2 ans à peu près de moins qu'eux, eh bien ça fait énormément progresser les élèves tutorés, et ça fait également progresser les élèves tuteurs, encore plus. Ceux qui profitent le plus, c'est les élèves tuteurs en difficulté. Certains se proposent volontairement pour aider les élèves. Eh bien, c'est très moral cette affaire, parce qu'on est dans les autres, ils s'aident beaucoup eux-mêmes. Si je prends un autre domaine qui est le travail, effectivement j'ai écrit un livre qui s'appelle Les entreprises humanistes, mais avec le sous-titre auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle Comment elles vont changer le monde, et je dirais qu'elles le changent déjà. Et je ne me suis pas fait avoir, parce que certains m'ont dit vous êtes fait avoir, les entreprises humanistes ça n'existe pas. Non, j'ai des bonnes raisons, des critères qui me permettent de penser qu'elles existent vraiment. Alors, en fait, on voit par exemple que les gens qui sont ce qu'on appelle en sociologie des organisations des serviteurs leaders, eh bien des leaders serviteurs, mais en fait d'abord des serviteurs qui deviennent leaders, eh bien c'est des entreprises qui fonctionnent très bien, où les gens sont heureux et parce que serviteurs, c'est serviteurs des personnes, et aussi serviteurs de la planète, c'est des gens qui ont un immense sentiment de responsabilité sociale et environnementale. Les gens sont heureux d'y travailler et les finalités de l'entreprise, eh bien, sont véritablement au service du bien commun. Si je prends l'exemple de la santé, beaucoup de travaux ont montré que l'empathie des personnels soignants est très bénéfique pour les personnes soignées. Alors évidemment, disons que les patients et les familles des patients ont une meilleure satisfaction psychologique avec des soignants empathiques. Bon, c'est pas un scoop, mais également ils ont une meilleure santé. Et alors là, et pas seulement pour des rhumes, mais y compris, pas les patients, pas les proches, mais y compris pour les maladies graves, cancer, diabète, maladies cardiovasculaires. Alors on se dit, c'est extraordinaire, la psychosomatique. En fait, il y a une raison probablement beaucoup plus triviale, qui est ce qu'on appelle l'observance, c'est-à-dire qu'environ 60% des ordonnances sont mal respectées. Et que plus un médecin ou une infirmière est empathique, et bien plus elle explique, elle prend le temps d'expliquer, et plus les gens respectent tout simplement leur ordonnance. Je prends un autre exemple, la justice restauratrice, qui est fondée sur le pari qu'il peut y avoir de l'empathie, y compris chez les agresseurs, eh bien ça a des effets bien meilleurs en termes de satisfaction des victimes, de reconstruction psychologique des victimes, mais également de diminution de la récidive. Et je terminerai avec un dernier aspect, la protection de l'environnement.
On pense souvent qu'il faut des lois extrêmement sévères pour contraindre les irresponsables industriels face à l'environnement. En fait, ce qui marche le mieux, c'est un certain pari de confiance et c'est le partenariat entre, et là on retrouve la trilogie de la gouvernance dont je parlais tout à l'heure, entre d'une part, donc, les industriels, le marché, l'État, c'est-à-dire les ministres de l'environnement, les États, et puis la société civile, les associations de protection. C'est lorsque ces trois partenaires travaillent ensemble qu'on a les meilleurs résultats. J'en veux pour preuve deux exemples qui sont massifs. Les deux plus grandes réussites à l'échelle internationale et mondiale de problèmes environnementaux graves se sont résolus. Un, la pollution du Rhin. Le Rhin était un cloaque à ciel ouvert il y a 30 ans. Aujourd'hui, on peut se baigner dans le Rhin depuis la source à l'embouchure. Les doses de métaux lourds sont 10 000 à 20 000 fois inférieures aux standards sanitaires internationaux, alors que c'est la plus grosse concentration mondiale d'industrie sidérurgique et pétrochimique. Eh bien, ça s'est fait par la coopération des industriels, des associations de protection de l'environnement et de l'État, enfin des ministères de l'environnement. Le deuxième élément, c'est l'ozone. Je vais aller très vite. L'ozone, le problème est potentiellement réglé. L'ozone se reconstruit. En 2050, ça sera complètement refermé, le trou. Les médias en parlent peu, mais c'est sur la même base de fonctionnement ensemble. Je dirais, pour finir, un dernier mot, pour conclure. On pourrait se dire, oui, tout ça c'est très bien, mais tout ça repose sur une conception anthropologique. Ça me semble essentiel, une conception de l'être humain. On ne peut avancer dans ce sens d'une société de fraternité que si on croit que non seulement nous ici réunis, la trentaine de personnes que nous sommes capables du goût pour la fraternité, mais aussi que c'est beaucoup plus général, sinon on n'est pas prêt d'y arriver. Si nous pensons, comme le pensaient Hobbes et d'autres, ou le pensent certains courants économiques, que l'être humain est fondamentalement égoïste et fondamentalement violent, mais que nous sommes les meilleurs de tous, nous sommes les seuls bons sur cette planète, parce que nous sommes dans une réunion du pacte civique ce soir, on n'est pas prêt d'y arriver. Et si on pense comme ça, et si nous voulons une société de coopération, de bienveillance, mais que l'être humain est fondamentalement égoïste, il n'y a pas 36 solutions, il faut instaurer d'urgence une dictature du bien. Il faut obliger les gens à être coopératifs. Dictature du bien ou dictature tout court, je ne vois pas la différence. À partir du moment où on élimine cette éventualité, il reste deux solutions. Soit on abandonne notre projet d'une société coopérative, puisque l'être humain est fondamentalement égoïste, on ne veut pas l'obliger, donc on abandonne notre projet. Soit on révise notre anthropologie fondatrice. Il s'avère que l'état actuel de nos connaissances nous permet de considérer qu'effectivement, moi, je résume ça en disant que l'état actuel de nos connaissances nous permet d'affirmer qu'il y a un fond de bonté, un fond d'empathie, de goût pour la coopération chez l'être humain, biologiquement inscrit, qui est plus puissant que son goût pour la violence.